bien l'ordi. Ouais, c'est pas encore prêt. Vas-y. Bonjour, bienvenue à tous sur notre Facebook Live. Donc, je suis aujourd'hui avec Xavier Briffaut, qui est chercheur en sciences sociales au CNRS, et puis avec Christophe André, qui est médecin psychiatre et auteur. Moi-même, Fanny Jacques, je suis aussi médecin psychiatre et j'ai co-créé une application digitale en santé mentale qui s'appelle Mon Sherpa. Voilà, donc Christophe a écrit le temps de méditer. Xavier sort bientôt un livre qui s'appelle Psychiatrie 3.0 et donc ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui on est là pour parler des nouvelles technologies appliquées à la psychiatrie, à la santé mentale. Est-ce que le digital va au final remplacer l'être humain, même dans la sphère de la santé mentale qui est la sphère la plus intime de notre personnalité. Peut-être je vais commencer par te poser la question, Xavier, de qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? On entend beaucoup parler dans les nouvelles techno et notamment appliquées à la psychologie des chatbots, mais je ne suis pas sûre que vous sachiez exactement ce qu'il en est. Donc qu'est-ce que c'est un chatbot? Explique-nous. Alors un chatbot, déjà le nom, c'est la contraction de chat, un système de discussion, et de bot, robot. Donc c'est un petit logiciel, ou un gros logiciel parfois, qui permet de gérer des échanges, des dialogues entre un ordinateur et un humain. Alors c'est vrai que c'est très actif en ce moment comme thématique, en particulier en psychiatrie et en santé mentale, mais en fait l'idée elle est presque aussi vieille que l'informatique, en tout cas que l'intelligence artificielle, parce que le premier chatbot, le premier chatbot de l'histoire, on peut le faire remonter à 1968 en fait. Un chercheur américain, Joseph Weizenbaum, avait créé un système qui s'appelait ELISA, qui imitait un thérapeute rogérien. Qu'est-ce que c'est un thérapeute rogérien? Alors attention, parce que là, il y a les gens qui nous écoutent, ils vont être perdus. Alors un thérapeute rogérien, il en existe encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était très courant et très fréquent. C'est un thérapeute qui travaille beaucoup par reformulation des paroles de ses patients. D'accord, tu veux dire que c'est un thérapeute qui travaille beaucoup par reformulation. de façon empathique. Oui, c'est vraiment la reformulation exactement. empathique. La reformulation empathique. Alors effectivement, il va, par exemple, si je dis je suis déprimé, le thérapeute rogérien va me dire j'entends que vous êtes déprimé. Mais alors c'est pour ça que je ne sais pas si le chatbot peut faire le job aussi bien. Ce qui est important, c'est de l'empathie. Voilà, de façon chaleureuse, attentive, que le patient sente que le thérapeute est touché quand même par Absolument. ce que vit le Que le patient. thérapeute est ouais. avec le patient. Ouais. Alors ça, en effet, c'est tout à fait fondamental. Et ce qui est rigolo, c'est que Weizenbaum, en 1968, dans son premier article, dans sa conclusion, avait interviewé les patients. Et les patients disaient qu'ils se sentaient compris et entendus par le chatbot, qui n'est donc qu'un système qui ne comprend strictement rien. Hein. Si je lui dis je suis un teckel, il va me dire oui, qu'est-ce que ça vous fait d'être un teckel, voilà. Bon. Donc la reformulation a ceci de spécifique, effectivement, elle donne le sentiment d'être compris. Alors à l'époque, c'était des vieux ordinateurs, c'était par texto, par texte, pardon, c'est par clavier. Aujourd'hui, on a un système de reconnaissance vocale, on a un système de synthèse vocale, et on peut jouer quand même au niveau de la synthèse vocale sur des éléments de la prosodie, c'est-à-dire de la variation de l'intonation de la voix, qui peut améliorer ce sentiment d'être entendu et compris. Et même on peut avoir aujourd'hui des systèmes de graphisme 3D animé, on peut avoir des thérapeutes en 3D qui jouent sur les expressions du visage et même sur la synchronisation des expressions du visage, qui est l'un des éléments. D'accord, donc qui détecte finalement l'expression du visage de la personne en face et va se caler, donc finalement va faire preuve d'empathie, qui va faire la même mimique que la personne en face pour montrer qu'elle compatit à son état finalement. En tout cas, qui va faire preuve de signes comportementaux d'empathie. Parce que là encore, quand bien même on a un thérapeute en 3D virtuel, il ne comprend rien du tout non plus. Il comprend rien du tout, mais ça donne le sentiment que... Ça peut donner... Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Ça fait un petit peu peur, tout ça, j'imagine. Le premier truc qui fait peur, c'est de se dire que finalement, moi, patient, face à un robot qui reformule juste ce que je dis, je me sens mieux. Ça veut dire que dans la vraie vie, c'est un truc qui ne doit pas m'arriver souvent. Et c'est vrai que quand on se plaint aux gens, l'écoute empathique n'est pas si fréquente. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui fait peur. Alors même l'histoire des robots, c'est de se dire, mais est-ce qu'on s'écoute suffisamment les uns les autres dans la vraie vie, pour qu'un petit robot comme ça puisse nous faire du bien? C'est qu'il y a un manque à ce niveau-là. Mais bon, ça ne nous concerne pas, c'est la société plus que la psychiatrie qui
Mais question. c'est pas faux. Peut-être que c'est un instrument qui, il y a 100 ans, n'aurait pas fonctionné comme aujourd'hui. C'est vrai que les systèmes de communication ont changé. Et c'est vrai qu'on communique moins. On communique moins réellement, en face à face, en On a moins de discutant temps. l'un avec On a moins de l'autre. On a temps. moins de temps. On Mhm. s'envoie nous-mêmes, on s'envoie des SMS, des WhatsApp, etc. On se parle plus en face à face. Donc peut-être qu'il y a quelques années, ce petit robot intelligent qui vient nous parler, il n'aurait pas eu beaucoup de succès, alors qu'aujourd'hui, c'est déjà une forme de correspondance finalement. Ça, c'est possible. Là, dans cette étude, c'est tôt, 68, je suis 68, très surpris par C'était l'ancienneté. il y a 53 ans. Ouais. Est-ce que les patients savaient qu'il s'agissait d'un robot ou non? Alors on a fait plusieurs expérimentations. Dans certains cas, on fait ce qu'on appelle un magicien d'ose, c'est-à-dire que on fait croire aux patients ou aux personnes que c'est un système de dialogue avec un ordinateur, et derrière il y a un humain. Mais dans beaucoup de cas, les gens savaient que c'était un ordinateur qui répondait. Ouais. Mais Et ils le se laissent confort- prendre au Le jeu. confort était là. Et le confort était Ouais, là. le confort Et était dans là. les résultats des études contemporaines, par exemple une étude de Fitzpatrick qui vient d'être publiée sur les chatbots, on a la même conclusion. C'est là, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de ce système, dont ils savent que c'est un système informatique, ils disent il est chaleureux, il est sympathique, il m'écoute. Après tout, un robot peut être sympa, quoi. Peut être sympa, peut générer des tout signes ça. qui activent chez nous le sentiment, la sensation d'être Ouais, entendu, compris. ouais, Ouais. 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 Bien Ça, qu'il c'est ne comprenne intéressant. rien. Ça, c'est intéressant quand même que, tout en le sachant, Ouais. bon, ça nous fasse quand même du bien. Ouais, Finalement. Mais peut-être qu'on oublie aussi au bout d'un moment. Et puis on sait, je pense, nous là qui avons construit ce Sherpa, qui est donc un petit robot qui parle aux patients, je pense que la personne, elle sait que derrière ce robot, le texte, quand même, tout le contenu, il a été écrit par des psychiatres, par des psychologues, avec des techniques qui sont quand même avérées et qui fonctionnent en psychothérapie. Donc ils savent je crois que derrière le robot, il y a une personne humaine qui se trouve là et qui à un moment donné a pensé à elle par l'écriture de l'exercice ou de l'activité. Moi, quand j'écris une activité pour le petit robot, je sais qu'au bout, il y a des patients, même si c'est pas en direct comme en thérapie, je sais qu'ils seront là à un moment donné à me lire. Ouais, j'ai une petite expérience personnelle, alors qui n'a rien à voir avec la psychiatrie, mais quand même, parce que ces chatbots, il y en a beaucoup quand on fait appel à des espèces d'entreprises, je sais pas, la SNCF, la Poste, ou alors, plutôt que d'appeler une hotline qui ne répond jamais, ils ont mis en place des machins comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y en avait qui étaient beaucoup moins cons que d'autres. Il y en a qui sont... Non, mais puisqu'on parlait des émotions des patients qui se sentaient écoutés, il y en a certains dont on se dit, mais ils sont cons comme des balais. Je pose des questions. Et puis d'autres qui ont une espèce d'intelligence, de bienveillance, de subtilité. Et au fond, moi, usager, alors, ce ne sont pas mes émotions, c'est pas de l'anxiété, de la dépression, j'ai juste un besoin, je veux qu'on m'aide. Mais je me sens au fond chouchouté par ce robot. J'ai tendance à projeter sur lui des émotions bienveillantes. Il a pris soin de nous, pris Ouais, soin de répondre à Et nos dans attentes. l'immédiateté, je pense qu'il y a Oui. quand même aussi ça. C'est ça, Alors là, tu parles la de disponibilité la constante, SNCF, de quand on réserve des Ouais. billets d'avion ou je ne sais quoi. Effectivement, plutôt que d'attendre longtemps sur la hotline, il nous répond immédiatement. Là, je pense que quand une personne n'est pas bien, ça va être aussi ce côté immédiat de pouvoir parler avec le robot et qu'on ait immédiatement une réponse. Oui, oui. Et puis concernant sans doute des problèmes pas trop compliqués, une première ligne de réponse, en tout cas, ça doit le faire, comme on dit. Alors, Alors, c'est souvent ça qui est mis en avant. Excuse-moi, je vois qu'on a un premier commentaire. Quelqu'un qui dit qu'il n'y croit pas, qu'il n'y a rien de tel qu'un véritable professionnel. Alors peut-être, on va répondre tous ensemble. Je pense qu'on a tous la même réponse. Enfin, la réponse est que oui, évidemment, il n'y a rien de tel qu'un vrai professionnel. Moi, Mais je suis 1000 fois d'accord. Quand j'appelle la poste ou la SNCF, c'est une vraie dame. C'est quand même plus sympa que de parler avec un chatbot. Bonjour Monsieur André, quel est votre problème? Je préfère ça que le robot. Mais évidemment. je préfère le robot que rien. Que la ligne vide. Exactement. Et je pense que on y viendra. Et je pense que Xavier était aussi d'accord là-dessus. Hélas, pour tout un tas de raisons, par exemple on parlait de l'immédiateté, il y a des gens quand ça va pas bien, ils peuvent pas appeler un psychologue, un psychiatre, un médecin généraliste, on peut pas tout de suite comme ça pouvoir parler à quelqu'un à 3h du matin, la crise d'angoisse qui monte, tu as absolument raison, et dans ces cas-là, on va dire que c'est mieux que rien, c'est complémentaire, c'est un petit système de plus dans la boîte à outils quand on a envie d'aller bien, d'aller mieux, mais évidemment que
le professionnel, l'idéal, c'est d'être dans son bureau et de discuter avec lui. Alors ceci dit, moi je comprends ce genre de critique ou De remarques. de remarques par rapport au domaine de la santé. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont peur que l'accès aux soignants, sinon disparaisse, soit très raréfié. Alors, autant, pour acheter un billet de train, c'est peut-être moins stressant, autant quand même savoir qu'on pourra rencontrer ou non le vrai soignant. Parce que à la SNCF, maintenant, moi, je suis désolé, je tourne en boucle sur la SNCF, c'est ma névrose. C'est l'actualité récente, là, c'est ta Je crois que ça névrose. doit faire des années que je n'ai pas parlé à un véritable humain de cette entreprise. Par contre, ça, c'est pas possible pour un médecin. Ouais. Donc, je comprends Ça, bien que sûr. certaines personnes disent, oh là là, si ça se passe comme dans le monde du commerce, si la santé évolue comme le commerce, Ça veut dire là, qu'on parlera plus c'est avec un médecin. dramatique. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Ça, il faut vraiment voir quelle place vont prendre ces technologies à côté des relations humaines et non pas à la place. Alors à côté et pas à la place, et même j'ai envie de dire dans les relations humaines. Tout C'est-à-dire à que fait. ce qu'on peut envisager, c'est que ces technologies vont s'insérer dans la relation humaine, dans la relation patient-thérapeute, pour proposer des possibilités additionnelles qu'on n'a pas. Alors ça peut être la communication à distance, on l'a dit, pour les gens qui ont une offre de soins qui est trop rare, trop faible, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde et même en France. Quand les délais d'attente sont trop longs, il faut rappeler quand même qu'en psychiatrie en France, les délais d'attente c'est souvent plusieurs mois. Donc rien que pour ça, une réponse rapide, immédiate, en attendant une véritable consultation. Mais surtout, on peut imaginer que ces outils, ils ne vont pas se substituer, ils ne vont pas venir à côté, mais ils vont venir dans la relation, s'intégrer à la relation pour permettre des relations à distance, mais aussi pour permettre par exemple, des observations à distance. Parce que là, on parlait des chatbots, mais on peut parler d'autres outils d'observation que sont les objets connectés. Alors, soit les objets connectés qu'on porte sur soi, qu'on met dans l'environnement, dans la maison, dans la voiture, et qui vont pouvoir observer un certain nombre de nos paramètres comportementaux. Par exemple, le sommeil, on disait tout à l'heure, la crise d'angoisse de 3 heures du matin, qui peut déboucher sur une attaque suicidaire. L'attaque suicidaire, c'est une urgence immédiate. Personne ne va avoir un thérapeute à côté de son lit pour surveiller son sommeil. Or, le sommeil, la perturbation du sommeil, c'est un prédicteur massif du passage à l'acte suicidaire. Si on peut voir le sommeil se dégrader progressivement sur quelques jours ou quelques semaines, on peut avoir des éléments pour intervenir de façon préventive pour restaurer ce sommeil par différentes interventions psychothérapiques ou d'autres. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. On peut aussi proposer des interventions à distance, c'est-à-dire au moment de la crise de panique à 3 heures du matin, on peut avoir sous la main un petit module éventuellement efficace, voire pourquoi pas une vignette vidéo d'une intervention de Christophe André qui va proposer quelque chose d'efficace pour réduire son attaque de panique. Et ça peut éviter un passage à l'acte suicidaire. Donc cette dimension de continuité... Finalement, ce que tu dis, c'est... Il y a pas mal, en effet, de critiques, de remarques qui nous disent que ça va diminuer ce lien thérapeutique médecin-patient, ça va en diminuer la richesse en le déshumanisant. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au contraire, ça peut augmenter cette richesse. Absolument. Parce que ça va être un outil supplémentaire dans la boîte à outils du médecin, du patient, mais évidemment dans le lien thérapeutique. Et surtout, alors, en fait, cette critique, c'est rigolo parce que si on remonte longtemps en arrière, quand Laennec a inventé son stéthoscope, on a eu les mêmes critiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient interposer entre l'oreille experte du praticien et la poitrine du patient, un instrument qui déshumanise la relation, etc. Donc, ces critiques, elles sont fréquentes quand on a de la technologie. Mais là, en l'occurrence, le stéthoscope n'a pas modifié la relation cardiologue-patient. Au contraire, il a augmenté le potentiel d'observation et le potentiel d'intervention. D'accord. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, en tant que médecin, toi, ça doit être le cas aussi. Quand tu as le patient avec toi au cabinet, évidemment, c'est pas le moment où il va faire sa crise d'angoisse, où il va faire sa rechute. Évidemment, c'est plutôt entre deux rendez-vous. Donc, c'est vrai que moi, en tant que médecin, je serais bien contente de savoir, d'avoir une courbe de son sommeil, de ses comportements sur les 3 dernières semaines, parce qu'en plus, le patient, quand il est avec nous au cabinet,
il n'est pas complètement objectif, il va pas c'est juste parce qu'il se souvient pas ou qu'il va maximaliser ce qui va pas ou minimaliser ce qui va. Il va pas se souvenir par exemple de sa crise d'angoisse d'il y a 15 jours parce que c'est passé, etc. Donc d'avoir une courbe objective qui va me dire que tel jour il a mal dormi parce qu'il a fait une attaque de panique, moi je trouve que pour nous c'est hyper enrichissant dans notre et que l'attaque de panique est survenue dans un contexte spécifique où il s'était voilà. passé ça dans la journée. Peut-être que c'est quelque chose dont il nous endroit. aurait jamais parlé si jamais on l'avait pas récupéré dans ces données-là. Absolument. Et ce d'autant que la psychiatrie, c'est quand même la discipline clinique par excellence, c'est-à-dire qu'il y a très peu de marqueurs biologiques. On ne peut pas dire au patient, voilà, vous avez 18-13 de tension, donc on a très peu d'éléments objectifs d'observation en psychiatrie. Donc la clinique est extrêmement importante et cette clinique, on peut aussi la faire à distance et en contexte, avec de nouveaux outils. Et ça, c'est quelque chose dont je crois beaucoup de gens ne sont pas conscients, que dans ces nouveaux outils, il ne va pas seulement y avoir des outils de réponse aux demandes, d'information, d'aide, de réconfort, de précision, mais aussi tout le recueil des données. Parce que ça, je pense que ça va activer aussi, et à juste titre d'ailleurs, de nouvelles inquiétudes, de nouvelles préoccupations sur le secret médical, au fond, tous mes profils de sommeil, etc., qui vont transiter par le web, comment seront-ils sécurisés? Donc, à chaque fois qu'il y a un progrès potentiel ou un nouvel outil, eh bien, on retombe sur des nouvelles interrogations éthiques légitimes, une fois de plus. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions, pas quand tout sera dans des grandes boîtes à la main de grandes firmes qui travailleront avec des grands assureurs. Ou même dans la main de grands États, parce que ce que font les Chinois actuellement pour surveiller leur population ne nous aide pas à rassurer les gens sur l'usage qu'on peut faire de leurs données, bien évidemment. Donc la question éthique et la question de la confidentialité de la sécurité des données est absolument critique. Ouais, elle est fondamentale, et la question aussi de confiance, c'est pour ça que je pense que ce genre d'outil, il est quand même et c'est préférable que ce soit supervisé par un médecin, un psychologue, lorsque la personne est suivie, bien sûr, parce que c'est aussi des outils, on en parlera, mais qui ne sont pas destinés qu'à des personnes déjà suivies. Mais en tout cas, pour les personnes suivies, c'est bien que ce soit supervisé par le psychologue, par le médecin, un psychiatre, et que tout ça, ça se fasse en bonne intelligence, et qu'évidemment le patient soit d'accord pour que les données soient partagées avec son thérapeute. Absolument. Ça, alors je vois une question, je vois un commentaire qui dit qu'il faudrait développer plus de centres d'écoute téléphonique avec des gens compétents qu'on pourrait appeler n'importe quand, et que ça serait bien et que ce serait mieux pour aider, pour écouter, et que ça favorise les rapports humains, et qu'en plus ça crée de l'emploi, parce que la techno c'est bien, mais il y en a déjà trop partout. Alors ça, effectivement, c'est plutôt un bon commentaire. Dans un monde assez idéal, ça serait très chouette, mais je pense qu'on y travaille. Il y a beaucoup de lignes d'écoute qui se créent, des lignes de SOS. Nous, à Mon Sherpa, on a aussi créé une plateforme avec des médecins psychiatres, des psychologues disponibles pour faire des consultations à distance, etc. D'ailleurs, on a même commencé par ça, mais ce qu'on a vu, c'est que c'était super nécessaire, mais pas suffisant. C'est jamais suffisant. Finalement, plus on a d'outils à disposition pour le mieux-être, et plus c'est complet, et mieux les gens se portent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas appeler. Il y a des gens qui préfèrent parler avec un petit robot plutôt que d'avoir un psychiatre ou un psychologue ou quelqu'un de compétent. Moi, je trouve que ces petits robots conversationnels là, ça peut être aussi une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui se sent pas très bien, qui dort pas bien depuis des semaines ou qui est anxieux et qui n'ose pas passer un coup de fil à un thérapeute, qui n'ose pas aller voir quelqu'un, qui ose en parler à personne. Finalement, se mettre à parler au petit robot, ça peut être une première étape. Là, nous, on l'a vu là avec Mon Sherpa, ça peut être une première étape pour ensuite pousser la personne à aller voir un être humain et démarrer un travail. C'est ce que je trouve aussi assez intéressant. Bien sûr, et même on peut penser que ça va favoriser le recours aux professionnels, en fait, tous ces outils, parce qu'aujourd'hui on a une avalanche d'outils, d'applis, d'objets qui viennent de partout et de n'importe où, il faut quand même le dire aussi. Ça fait des milliers de données, mais une fois qu'on a des milliers de données, il faut les interpréter. Et pour interpréter ses propres données, une personne, quel que soit son niveau de compétence, va avoir besoin aussi d'une analyse experte et d'un retour expert sur ces données. Donc on peut penser que non seulement ça va créer de nouvelles fonctions ou faire évoluer des fonctions des praticiens de santé actuels vers des positions d'expertise sur ces données complexes qu'auront les gens et qu'ils n'avaient pas avant.
et donc des rôles de conseil expert pour aider les gens à interpréter leur montre connectée qui traque leur sommeil. Plutôt que de faire de l'autodiagnostic, des choses comme ça, c'est ce que tu veux dire aussi. Et en complément de ce qu'on pourrait appeler l'auto-observation. Alors dans le terme auto-observation, il peut y avoir l'autodiagnostic, et dans l'autodiagnostic, il peut y avoir du diagnostic erroné, bien sûr. Et donc il faut que ces outils contiennent aussi, une code en eux-mêmes, une manière de faire en sorte que les gens comprennent les limites d'interprétation, les données et les compétences qui sont requises pour les interpréter correctement. Et à partir de quel moment il faut avoir recours à un des experts. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe? Alors là, c'est vrai que tu pratiques moins actuellement, hein, tu ne fais plus de consultations, mais est-ce que c'est quelque chose que tu utiliserais avec tes patients Après, je crois qu'il y a un problème de génération, effectivement. Moi, maintenant, je fais partie d'une génération qui a toujours travaillé sans ces objets, donc j'ai un regard avec du recul, de la distance, mais pas de rejet, finalement. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui va ajouter à ce que nous savions faire, à ce que nous pouvions faire, que ça ne va retrancher. Par contre, je crois que ça... moi, j'ai plusieurs questions à ce propos. D'abord, est-ce qu'il y a, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, est-ce que les jeunes générations, finalement, ne sont pas moins encombrées que nous par ces réticences? Est-ce qu'on a des données sur l'usage par les jeunes patients? Il y a beaucoup de jeunes qui sont anxieux, déprimés, etc. Est-ce qu'eux, ils vont plus facilement ou, au fond, il n'y a pas de différence? Si, alors on a des données, en particulier sur les usages des réseaux sociaux et sur la révélation de soi en particulier et le rapport à la transparence qui pour le coup est massivement différent entre nos générations et la génération des 15, 20, 25 et plus jeunes encore. Ils ont un rapport à la manière d'exposer sa vie privée et de publier sa vie intime qui est très différent de celui qu'on peut avoir nous. Alors après sur les usages des outils de e-psychiatrie ou de e-santé mentale, on a encore peu de données sur les usages en vie réelle parce qu'il y a encore peu d'outils. Par contre, pour tout ce qui est bien-être, performance sportive, etc., on voit beaucoup se développer l'utilisation des bracelets connectés, des applis d'aide au footing, d'aide au sport. Il y a beaucoup on nous parle de Black Mirror là, dans les questions. Il y a beaucoup de questions et de réflexions, et ça on le savait, sur justement toutes ces possibilités d'observation. Il y a deux sujets qui remontent. C'est quoi Black Mirror? Black Mirror, on te montrera des épisodes. C'est une série américaine, et il me semble, qui se passe dans quelques années et qui prédit beaucoup de choses qui vont se passer justement avec l'intelligence artificielle, etc. Des choses inquiétantes, voilà, plutôt inquiétantes. Voilà. Et donc là, ce qu'on nous remonte, il y a deux sujets. C'est en effet, est-ce que la possibilité d'observer comme ça l'autre, d'observer son patient, est-ce que ça va pas confiner, est-ce que ça ne devient pas un peu de la surveillance de l'autre? Est-ce que c'est pas intrusif? Et puis, de façon parallèle, justement, est-ce que le secret médical est gardé? Est-ce qu'à grande échelle, c'est possible? Voilà, donc ça sont les deux sujets qui ont l'air... Aujourd'hui, on est espionné de partout. Voilà, donc ça, c'est vrai que ce sont les sujets d'inquiétude, et ce que j'entends parfaitement. Alors peut-être... je ne sais pas, Xavier, si tu peux répondre. C'est sûr que d'une part, c'est une sorte d'évidence que c'est un cauchemar orwellien, ces outils. C'est la possibilité d'une surveillance permanente. C'est le panopticon foucaldien. Alors là, moi, j'ai rien compris. Donc, pardonnez-nous, parfois, Xavier part un peu très très loin. Donc, c'est le dispositif de surveillance. Oui, Christophe, c'est Black Mirror. Plus que Black Mirror, probablement. Ouais. Foucault avait théorisé ce dispositif d'observation panoptique, c'est-à-dire où on peut tout voir de partout, en fait. Et où la personne ne sait même pas qu'elle est observée, ce qui fait qu'elle intériorise la discipline qu'on tente de lui imposer. Donc là, évidemment, c'est la possibilité concrète de mettre en place. Exactement. Voilà. Et c'est ce que c'est ce que fait le gouvernement chinois en particulier, en donnant des scores de bons comportements sociaux. Voilà, ça c'est un épisode de Black Mirror, par exemple. Donc ça, c'est même plus de la réalité science-fiction, c'est une réalité. Donc ça, c'est une possibilité qu'il faut maîtriser, contrôler par des dispositifs législatifs, réglementaires, éthiques, etc. Sur l'observation permanente, en fait, beaucoup du travail psychothérapique vise à développer la réflexivité. Donc, à s'observer en et permanence. à développer sa réflexivité finalement. Et même les méthodes de pleine conscience ou de pleine présence
vise à être présent dans l'instant, en Présent à intégrant, soi-même. présent à soi-même et à l'environnement, en intégrant le flux perceptif, cognitif, émotionnel, etc. Donc ces outils, d'une certaine manière, pourraient fournir le support d'une sorte de réflexivité augmentée, c'est-à-dire une médiatisation de la réflexivité. On comprend rien. C'est quoi médiatisation de la réflexivité? Passer par le médium d'un outil. Passer par un outil. Voilà, ouais. qui va nous permettre d'augmenter notre compréhension de nous-mêmes en situation. D'accord, voilà, c'est de l'auto-observation. De l'auto-observation. Parce qu'il y a plein de moments où on perd notre conscience, notre awareness, notre présence, ne serait-ce que pendant la nuit quand on dort, par exemple. Oui, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, c'est les premières études qui mesuraient le temps d'écran que chacun de nous passait quotidiennement sur ces appareils, et on est effrayé quand même. Ce sont des données qui nous concernent de près et dont on n'a pas conscience, et quand on voit qu'on va passer plusieurs heures par jour, que les gamins passent plusieurs heures par jour, passent plus de temps devant les écrans que dans la nature ou avec leurs frères et sœurs. Ça, ce genre de données que peut nous retourner effectivement l'observation, je ne sais pas comment ça s'appelle, de nos datas personnelles, pour peu qu'on ait accepté, ça peut être précieux. C'est vrai que c'est ce après quoi courent beaucoup de soignants, savoir combien de pas par jour un patient a fait, c'est ce dont on parlait, son temps de sommeil, quelle a été la qualité de son sommeil, combien d'interactions sociales il a réussi à produire, c'est un peu casse-pied à observer. Donc, à ce moment-là, ce genre de recueil de données serait nos alliés, mais avec toujours cette grande question de savoir d'abord à qui ces données vont-elles être confiées et comment est-ce qu'elles vont être traitées et comment est-ce qu'elles vont être protégées. Alors, sur ça, on peut prendre un cas concret. C'est-à-dire les limites d'observation de la médecine en présentiel font que souvent on n'a pas assez d'informations pour porter un diagnostic. Alors le cas typique, c'est l'errance thérapeutique et diagnostique dans les troubles bipolaires, par exemple, où on va prendre plusieurs années avant de s'apercevoir il faut 10 ans à peu près pour faire le diagnostic en 2019 d'un trouble bipolaire. Voilà. C'est-à-dire, dans l'immense majorité des cas, il va être catégorisé d'abord trouble dépressif parce que c'est là que les gens consultent et on va les voir déprimés et pas dans un état d'excitation. Alors que, par exemple, pour prendre un projet sur lequel on travaille par ailleurs, si on a accès aux données des appels téléphoniques d'une personne et de ses échanges de SMS, rétrospectivement, c'est-à-dire elle arrive chez un psy, le psy lui demande l'autorisation d'avoir accès à ces 10 ans. C'est ça aussi qui est hyper important, moi je pense, c'est ça qui est hyper important à préciser, c'est qu'à chaque fois c'est un travail collaboratif avec le thérapeute et que le patient, la personne, elle est d'accord pour aller partager ses données avec son médecin. Donc, est-ce que vous m'autorisez à regarder les 10 dernières années de vos appels téléphoniques, c'est-à-dire non pas les contenus, mais ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la fréquence, la durée, les horaires, etc. Et on va voir des patterns où pendant un certain temps, la personne ne communique pas du tout. Pendant toute une période, elle communique énormément, y compris la nuit, et on va s'apercevoir qu'elle dort 3 heures par nuit. Ça va mettre la puce à l'oreille très rapidement. Et en une consultation, on peut avoir un indice, non pas qu'il y a un trouble bipolaire, mais que et pas faire un diagnostic sur des appels téléphoniques, on est d'accord. Mais que peut-être faudrait aller chercher à comprendre pourquoi il y a ces variations. Donc ça peut permettre d'accélérer certains diagnostics. Tout à l'heure, Christophe, quand on a un petit peu préparé tout ça au téléphone, moi j'avais bien aimé le parallèle que tu faisais. Tu parlais de bibliothérapie, que c'est une nouvelle forme de bibliothérapie. Donc la bibliothérapie, c'est finalement la thérapie par les livres. Là, tu as écrit Le temps de méditer. Il y a beaucoup de guides pour s'aider soi-même qui nous aident à gérer une crise d'angoisse, des problèmes de sommeil, comment arrêter de fumer, comment arrêter l'alcool, des petits guides comme ça d'autodiscipline, il en existe beaucoup. Donc je trouvais que c'était une belle comparaison, que finalement c'était aussi un peu la nouvelle forme un peu plus poussée, parce qu'un peu plus où la personne est un peu plus active, un peu plus poussée de la bibliothérapie. Oui, c'est-à-dire ça va dans les deux sens finalement ce que vont proposer ces nouvelles technologies. Ça va dans le sens de ce que les soignants vont pouvoir offrir à leurs patients. Et donc dans ce sens, on avait déjà auparavant effectivement les livres dont on accompagnait nos prises en charge quand on on prescrivait des livres, on prescrit des livres, on conseille des livres. Dans lesquels on savait qu'ils trouveraient des exercices, des relais de recommandations. On discutait de ce qu'ils avaient pensé du bouquin, donc c'était un enrichissement de ce qu'on leur donnait. Mais là, dans ce qui est envisagé, effectivement, c'est non seulement pouvoir mettre à disposition du patient, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit,
des petits modules de conseils, des séances de méditation, des checklists, les 10 choses à faire quand je sens l'anxiété arriver, ou si je suis insomniaque, etc. Mais donc, tout ce dont et ça, finalement, on peut le comprendre. Au fond, c'est un prolongement technologique des conseils du soignant, des bouquins qui existaient auparavant, qui existent toujours. Mais là, vraiment, la vraie révolution, le point de césure, la rupture, c'est que le patient va pouvoir nous donner une quantité d'informations tellement riche, tellement importante, que ça va surpasser tout ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Avant, on avait soit l'interrogatoire, chaque fois qu'on voyait notre patient, on lui disait bon, comment s'est passé le sommeil, très grossier évidemment, même si... Parce qu'en plus, on en parlait, ça manquait un peu d'objectivité. On pouvait demander aux patients de faire des auto-observations. Voilà. Les patients les plus sérieux tenaient des petits carnets qui étaient déjà très précieux. Ils avaient leurs pensées, parfois ils se surprenaient eux-mêmes. Mais là, on va vraiment au-delà, c'est-à-dire on va découvrir des choses dont le patient n'avait pas conscience et dont nous n'avions pas conscience. Et du coup, c'est merveilleux et c'est très intrusif à la fois. C'est très déstabilisant de se dire qu'au fond, il y a des choses que j'ignore de moi-même, que ces espèces de machines vont extirper de ma vie. Il faut que nous nous préparions à ça, que nous l'acceptions. Carrément. Tout dépend de la démarche, dans la démarche de soins dans laquelle la personne se trouve quand elle utilise ces applis. Il y a une question là intéressante. Il y a deux sujets, mais ça, on vient d'en parler là. Il y a quelqu'un qui parle de l'apnée du sommeil, de l'appareil de l'apnée du sommeil, qui fait le parallèle, puisque finalement l'appareil va enregistrer la nuit de sommeil. C'est un objet connecté, tout à fait, et qu'ensuite ça va être remonté au technicien. Donc le technicien va pouvoir savoir comment s'est passée la nuit et aussi combien de temps la personne a porté son appareil et même le disputer si il estime qu'il ne l'a pas porté assez fréquemment. Donc en effet, les objets connectés en santé par rapport à la santé mentale, en cardiologie, en pneumo, c'est quelque chose quand même où il y a de nombreuses avancées. Voilà, il faut que ça se fasse. Il n'y a pas que la psychiatrie. La psychiatrie, on est même plutôt en retard là-dessus. Il faut que ça se fasse vraiment dans une forme de travail collaboratif entre le soignant et le soigné. Moi, ce que j'aime dans l'idée du chatbot là, en thérapie, je le redis, c'est que ça va au-delà de la relation soignant-soigné. C'est aussi pour des personnes qui dorment mal, qui se sont fait quitter par leur petite amie, qui ont un problème de boulot et qui vont pas forcément d'entrée de jeu avoir envie ou besoin de parler à un psychologue, un psychiatre, un médecin, mais c'est un petit outil comme ça du quotidien, un petit outil compagnon qui va leur donner les premiers conseils. Deuxième question, juste, on parle, on nous souligne le paradoxe, puisqu'on dit que c'est vachement sympa d'être sur des applis comme Mon Cher Pas, même si ça a des limites. Et en même temps, on dit, mais oui, mais il paraît que rester trop longtemps connecté, ça peut avoir un impact sur la santé et aussi sur la santé mentale. Et nous, là, on dit d'encore se connecter. Donc, en effet, c'est un très bon sujet. C'est un problème. Il faut être qualitatif et pas quantitatif. Comment faut faire alors ? C'est l'éternelle question du bon usage. Voilà, c'est pas tant l'usage que le bon usage. Il y a un bon usage de l'alcool, il y a un bon usage des gâteaux, et il y a un bon usage des écrans. C'est-à-dire que les écrans, c'est un truc merveilleux, clairement. L'Internet nous permet d'avoir accès à des connaissances incroyables. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant en médecine, que je cherchais des articles scientifiques, il fallait aller à la bibliothèque, les photocopier, la revue n'était toujours pas sur là. Il fallait attendre. Voilà, là, en 2 clics. Ça se souvient plus de ça, toutes les revues du monde. Ouais. Donc ça, c'est merveilleux, le fait de pouvoir communiquer avec des amis à l'autre bout du monde par je ne sais quel logiciel, Skype et compagnie, c'est fantastique. Par contre, on sait aussi que ce temps d'écran, les écrans sont quand même conçus pour nous rendre addicts, sont quand même conçus pour qu'on soit accro, qu'on n'arrive pas à les lâcher. Donc, il faut vraiment faire attention à ces histoires-là. On voit ça auprès de nos enfants. Et on sait aussi que les temps d'écran sont des temps qui sont pris sur nos journées à d'autres activités précieuses. Tout à fait. Et on sait bien que c'est souvent les temps de sommeil et les temps d'interaction sociale. Donc, c'est vrai que c'est une ambiguïté énorme. Moi, je suis mal à l'aise avec ça, effectivement, quand je vois qu'il y a des petites applications vraiment sympas, vraiment utiles, et que dans le même temps, je suis convaincu qu'on passe 10 fois trop de temps sur nos écrans. Alors,
C'est ce que tu dis, il faut privilégier la qualité à la quantité, faire des peut-être choix, avoir il faut moins faire des d'applis choix. et s'en servir d'une bonne façon. Oui, et puis il faudrait que dans toutes les applications, vous savez, sur les publicités, là, pour les nourritures sucrées ou pour l'alcool, il y a une petite mention, attention à l'abus, et qu'au bout d'un moment, l'application nous dise, bon, là, ça fait quand même un quart d'heure qu'on est en train de discuter, est-ce que ça serait pas mieux d'aller parler avec un nouveau ami? C'est le cas maintenant, J'en sais beaucoup rien. d'applis font ça, hein, Ouais, les c'est vrai. téléphones, les smartphones font qu'elle ça. soit elle-même. Qu'elle soit... Bon, alors je ne sais pas ce que ça vaudrait, mais en tout cas, c'est un énorme problème hein, de ne pas transformer en espèce de bestiole. de se retrouver dépendant de ces systèmes-là aussi. Donc, je ne sais pas, Xavier, s'il y a des réflexions chez les gens justement qui élaborent. Nous, on a élaboré ensemble mon Sherpa. Donc, par exemple, une des choses auxquelles on a réfléchi, c'est qu'on a mis beaucoup d'exercices et d'activités en audio pour que la personne elle puisse écouter sans avoir à lire et à regarder l'écran. Elle peut traverser un parc, regarder le ciel bleu, s'imprégner des oiseaux, de la beauté du paysage et écouter l'exercice sans être l'œil rivé à l'écran. Ça, on se disait que c'était une petite astuce. Alors, l'intégration de l'appli et des objets dans le flux de l'activité quotidienne, plutôt que d'avoir à le dédier, ça c'est une chose intéressante. Après, il y a la question de la finalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées pour les applications, pour les réseaux sociaux, qui reposent sur une sorte de conditionnement opérant skinnérien, encore un mot qui est... C'est-à-dire, en fait, le fait que quand nos actions provoquent des effets positifs, on a tendance à les répéter. On recommence. Et pour majorer ça, on va par exemple retarder la récompense, ou on va la modifier un tout petit peu, on va la rendre un tout petit peu aléatoire pour qu'on ait envie de recommencer pour l'avoir. Donc il y a plein de choses qui sont utilisées dans les réseaux sociaux pour faire ça, pour majorer finalement l'utilisation. Donc là, ça peut être pour des motifs qui ne sont pas directement bénéfiques à la personne, qui sont plus bénéfiques à la personne qui vend la pub qui est derrière. Mais on peut utiliser ça pour majorer l'observance à des techniques ou à des méthodes utiles. C'est-à-dire, si c'est difficile d'aller courir, d'aller faire son footing, si c'est difficile d'avoir une nutrition adaptée à ce qu'on a décidé d'avoir, si c'est difficile de faire sa méditation quotidienne, etc., on peut mettre en place un certain nombre de méthodes qui vont comme ça favoriser la récompense, la satisfaction, le simple plaisir de faire l'activité. On peut par exemple, je sais pas, adjoindre au fait d'utiliser une application un peu aride des blagues, de l'information, des choses rigolotes qui vont faire que on va l'utiliser parce que il y a ça par effet de bord. Donc on peut majorer l'observance de comportements vertueux, alors que c'est l'un des gros problèmes en psychiatrie, l'observance, que ce soit l'observance. Mais je pense que là, l'idée, nous, par exemple, on est en partenaire, comme tu le sais, aussi avec Petit Bambou, pour tout ce qui est méditation, relaxation. L'idée, c'est aussi que les patients, que les personnes, les utilisateurs, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que des patients, ils apprennent aussi par eux-mêmes. Moi, l'idée, c'est pas qu'ils restent collés à leur application pendant 3 ans, qu'ils apprennent par eux-mêmes des techniques de thérapie comportementale et cognitive, de thérapie ACT, auxquels ils n'ont pas accès parce que ils peuvent pas ou ils veulent pas aller voir un psychiatre qui fait de la thérapie comportementale, mais ils apprennent les techniques et puis après dans leur vie quotidienne, tu vois, le lâcher prise, les petits exercices contre la rumination anxieuse, ne pas majorer ses pensées catastrophes, toutes ces choses que nous on connaît bien, qu'ils les acquièrent pour eux et qu'ensuite il n'ait plus besoin de l'écran pour pouvoir, tout de suite mettre en place ce système. C'est toujours la même chose. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une boîte à outils dans laquelle la personne va piocher. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, elle s'en défasse aussi. Bien sûr, c'est une autre forme d'apprentissage. Et puis, l'idée aussi, c'est peut-être, on en a parlé déjà, c'est de déstigmatiser la santé mentale, d'aider des personnes qui n'oseraient pas, qui comprennent pas, qui ont des symptômes mais qui n'osent pas en parler. C'est un outil un peu plus ludique, on va dire. Moi, par exemple, en cabinet, comme toi, j'avais beaucoup de recueils de données, etc. Puis aussi des questionnaires. Oh là là, les questionnaires d'évaluation scientifique,
c'est chiant, mais c'est quand même important parce qu'en psychiatrie, par rapport à d'autres spécialités, on ne peut pas voir l'évolution du patient si on ne leur fait pas remplir des questionnaires à J1, puis après à 3 mois, à 6 mois. C'est quand même vachement plus sympa de le faire remplir par un petit chatbot, un petit robot mignon qui vous pose les questions, plutôt que de prendre 30 minutes de consultation pour faire ça sur un bout de papier. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui aident à amener le patient, avec tout ce côté plus ludique, qui aide le patient à l'amener vers la santé mentale. C'est clair. C'est clair. Et de toute façon, l'important, mais c'est comme pour les bouquins, finalement, l'important dans un livre, c'est pas seulement le temps qu'on passe à le lire, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le referme, qu'on le repose, Exactement. et qu'on se met dans la vie. Donc, comment est-ce que ça nous a imprégné? Voilà, il est à souhaiter que ces applications aient la même fonction. Elles nous servent d'outils de transformation intérieure, et puis on se remet au boulot en les oubliant. Donc la conclusion, on va se dire que ça n'est pas plus efficace que l'humain, ça va pas venir compléter l'humain, ça va peut-être plutôt, ça va pas venir remplacer l'humain, mais compléter l'humain. Augmenter même la qualité de l'humain, et qu'il faut bien sûr que ce soit encadré, pensé, réfléchi, écrit par des professionnels et par des experts du domaine qui est touché. D'ailleurs, Fanny dit la vérité. En fait, nous sommes 3 robots. Nous allons... Une dernière question, juste avant que l'on se quitte. Un dernier commentaire, oui, sur le prix de l'abonnement, qui effectivement, je pense que la personne parle de Mon Sherpa, l'abonnement qui est freemium, donc avec une partie des activités gratuites, et puis ensuite une partie, si vous voulez développer si vous voulez aller plus loin, une partie des activités payantes. On le regrette aussi beaucoup, et évidemment à terme, et on y travaille, on est en train de mener un essai clinique afin de démontrer la pertinence thérapeutique de cette application, parce que évidemment l'idée c'est que ce ne soit plus le patient qui soit le payeur, mais peut-être que ce soit les mutuelles, les assurances, la sécurité sociale, parce qu'une fois qu'on aura démontré que ça fonctionne et que ça aide à améliorer la santé des gens, eh bien, ce sera peut-être les caisses qui prendront en charge ça. En tout cas, c'est notre souhait. En attendant, il faut qu'on arrive à faire tourner un peu la boutique, mais à terme, en tout cas, j'espère vraiment qu'on arrivera à ce que ce genre d'application soit gratuite pour les utilisateurs. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Christophe, merci Xavier. À très bientôt.